En juillet 2018, Jean-Claude Van Damme était invité chez Ruquier pour s'exprimer sur son film et face à Marlène Schiappa en l'occurrence qui était également présent. Et il y a tenu des propos considérés comme beaufs par beaucoup de personnes qui ont choqué apparemment certaines personnes, notamment sur le plateau. Et Marlène Schiappa s'était empressée de lui faire la morale sur le plateau télé. Et le lendemain de cette émission, très spontanément, j'ai pris ma caméra et je me suis fait avocat du diable et j'ai défendu Jean-Claude Van Damme. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les jours et dans les semaines qui ont suivi, d'autres créateurs de contenu ont également pris leur caméra pour défendre Jean-Claude Van Damme. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être assez vigilant et à remarquer qu'à chaque événement qui se produisait, il y avait une ribambelle de créateurs de contenu dans mon flux d'actualité qui analysaient cet événement de la même manière, avec les mêmes arguments, avec une forme différente, mais le fond était toujours le même. Et j'ai commencé à trouver ça suspect et me dire, putain, mais serions-nous dans une chambre d'écho? C'est pas un mot que j'ai inventé, je précise. Avec des gens qui se crient, ouais, t'as raison, et on se répète tous les uns les autres, tu as raison, t'as raison. Et on est tous d'accord les uns les autres, et le monde est parfait, le monde est merveilleux. Ce principe de chambre d'écho, il résulte d'un biais psychologique et d'un algorithme. Le biais psychologique, c'est l'exposition sélective. L'exposition sélective, c'est nous avons, nous, êtres humains, une tendance à sélectionner, rechercher les informations qui valident nos croyances et nos convictions et à s'éloigner des informations, du contenu qui invaliderait ou viendrait en contradiction avec nos croyances, nos propres croyances. Le but des réseaux sociaux n'est pas de vous apporter une information pertinente au moment où vous en avez le plus besoin. Vous le savez, l'objectif des réseaux sociaux, c'est de vous garder sur leur plateforme et de vous faire revenir. Donc, quel est le meilleur moyen pour ça? De vous faire plaisir, de vous donner du plaisir. Et pour ça, ils savent surfer sur nos failles psychologiques. On l'avait vu avec la récompense aléatoire, par exemple, sur Instagram et Tinder. Et là, cette fois, c'est avec l'exposition sélective, en vous proposant du contenu que vous aimez, qui vous fait plaisir, et en essayant de vous éloigner du contenu qui viendrait en contradiction avec vos croyances. C'est ni bien ni mal. D'ailleurs, nous sommes tous complices. Souvent, les gens me disent, écoute Léo, moi j'aime pas la psychologie parce que la psychologie nous met trop dans des cases alors qu'on est tous uniques. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plateformes que tu adores et que tu préfères et sur lesquelles tu passes beaucoup de temps, elles t'ont mis dans des cases. Et c'est parce qu'elles t'ont mis dans des cases bien définies que tu les adores. Parce qu'elles savent te proposer exactement ce que tu veux au moment où tu le veux. Que ce soit Netflix, YouTube ou Instagram, choisis ton poison. Les réseaux sociaux nous ont mis, avec notre propre consentement, dans des bulles algorithmiques. La bulle algorithmique, c'est un ensemble de créateurs de contenu qui nous sont proposés par rapport à nos données de navigation, par rapport à des statistiques qui sont élaborées à partir de profils qui sont similaires aux nôtres. Et ces créateurs de contenu, en général, ils plaisent à des gens qui ont des profils similaires aux nôtres. Et en général, ils ont des convictions, des croyances qui ressemblent aux nôtres et qui se ressemblent entre eux aussi. Donc ça fait qu'on est tous un petit peu dans un petit univers, une petite bulle, un petit microcosme. Je suis fier de vous dire que en ce moment, j'envoie un mail par semaine sur la Gazette Philogine, j'arrive à tenir le coup. En fait, je l'utilise comme un laboratoire. Je teste des trucs, parfois c'est un peu bête, parfois c'est intéressant. On y parle de psychologie comme là aujourd'hui, ça va être le cas, ou de séduction. En ce moment, je suis inspiré, donc profitez-en. C'est le mercredi soir en général que vous recevez un mail de ma part. On enchaîne avec la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous lister 3 conséquences négatives liées, selon moi, à ces bulles algorithmiques et pourquoi est-ce que je pense que ça peut être dangereux. Et la troisième est littéralement effrayante. C'est pas du putaclic, vous verrez, la troisième, moi, me fait très peur. Le premier point, j'appelle ça le confort du safe space. Premier danger. Alors le safe space, c'est une expression américaine que je déteste personnellement et qu'on entend très souvent aux États-Unis, chez les Américains. Moi j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont imprégnés, imbibés de cette culture du safe space à l'américaine et que quand on se retrouve dans une bulle algorithmique, on est protégé intellectuellement, culturellement de ceux qui pourraient penser différemment de nous. Les réseaux sociaux, pour ne pas hurt nos feelings, qui est aussi une expression américaine, nous blesser nos sentiments, va nous proposer uniquement du contenu qui va, encore une fois, dans le sens de nos convictions. Et dès lors que quelqu'un aurait un avis divergent par rapport au bon sens commun, on appellerait ça un troll. Le troll, c'est celui qui vient secouer l'harmonie de la bulle algorithmique et du safe space. On évite finalement de se mettre en danger intellectuellement en allant consulter du contenu qui pourrait secouer nos propres convictions. On perd en empathie aussi, parce qu'on a du mal à concevoir que des gens puissent penser différemment, puisque on ne voit plus ces gens-là.
Ils sont invisibles, ils apparaissent plus dans notre flux d'actualité. Et donc, à une époque où on a Internet, où on a accès à un nombre incalculable d'informations, on n'a jamais été autant centré sur nos propres bulles algorithmiques. On n'a jamais été autant fermé d'esprit finalement. Le deuxième point, c'est l'illusion Le deuxième point, c'est l'illusion du consensus. Vous êtes dans une bulle algorithmique et chaque créateur de contenu que vous regardez et chacun de leurs abonnés partagent tous un dénominateur commun qui est une certaine forme de bon sens collectif. Ce qui se passe, c'est que vous, dans votre flux d'actualité, vous voyez de plus en plus de créateurs de contenu, puisque YouTube ou les réseaux vous en présentent de plus en plus, qui vont dans le sens de vos convictions. Et de plus en plus de personnes répètent à peu près les mêmes choses, mais de manière différente. On répond à peu près aux mêmes problématiques de fond, mais l'un va le traiter avec humour, l'autre va le faire avec du charisme, l'autre avec un beau montage, l'autre avec des arguments factuels. Idem pour les faits d'actualité. Vous allez vous retrouver à chaque fois, lorsqu'il se produit un fait d'actualité, avec dans votre page d'accueil, des dizaines de créateurs de contenu qui vont aller tous dans le même sens, mais avec un style différent. Ça crée un sentiment d'abondance. Vous avez l'impression que tout le monde est d'accord. En fait, le bon sens est là. Il y a des études qui montrent que Harkins et Peddy qui démontre que plus une opinion est partagée par un grand nombre de personnes, plus on a l'impression que cette opinion est crédible. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un nombre qui est artificiellement plus élevé. En fait, il y a une proportion plus élevée de gens qui croient comme vous sur votre page d'accueil. Donc ça augmente ce sentiment d'abondance et donc en découle une illusion de bon sens. Nous avons le bon sens. Parce que plein de gens le répètent de manière différente sur ma page d'accueil à moi. Et comme disait Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, disait-il de manière ironique. Le bon sens, oui, à condition de rester dans sa petite bulle algorithmique. Là, on est sûr d'avoir le même bon sens. Mais qu'en est-il de l'extérieur? Et cette illusion de bon sens, on pourrait dire, ouais, mais c'est juste virtuel, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie. Ce que vous regardez au quotidien, on va le voir juste après d'ailleurs, a une influence sur vos pensées et donc sur vos comportements et sur les décisions que vous allez prendre dans ce que vous appelez la vraie vie. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc faites bien attention, on va le voir juste là, à qui vous choisissez de regarder. Alors vous connaissez probablement cette phrase qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien ». D'habitude, je suis pas fan des phrases toutes faites comme ça et j'ai tendance à m'en méfier, mais il s'avère que cette phrase n'est pas si bête que ça. Je vais vous donner 3 études. Ce sont des études longitudinales, c'est-à-dire qu'elles ont été faites sur un grand nombre d'années. En l'occurrence, la première a été faite sur des participants, sur un grand panel, plusieurs milliers de participants entre 1971 et 2002, dans le cadre de la santé cardiaque, pour évaluer la santé cardiaque des Américains. Cette étude a démontré, si un de vos amis devenait obèse, il y avait 57% de probabilité en plus que le groupe contrôle que vous deveniez obèse sur les 2 à 4 ans. S'il s'agit d'un ami d'amis, il y a 20% de probabilité en plus. Même résultat pour la consommation de tabac et le sentiment de joie. C'est-à-dire que si un ami à vous se met à fumer, vous avez 61% de probabilité en plus de devenir fumeur à votre tour. Si c'est un ami d'amis, ce sera 29%. Et pareil sur le sentiment de joie. Donc si votre ami devient joyeux, vous avez plus de probabilité de devenir joyeux à votre tour. Si c'est un ami de votre ami, c'est pareil. Là où je veux en venir, c'est la chose suivante. Imaginez si les amis de vos amis ont une influence sur vous et sur votre santé et sur votre niveau de joie et probablement plein d'autres variables qu'on découvrira dans d'autres études. Imaginez alors l'impact et l'influence que peut avoir une personne que vous regardez régulièrement sur votre téléphone. Imaginez l'influence que peut avoir, en d'autres mots, un créateur de contenu que vous regardez quotidiennement ou hebdomadairement. Ces gens-là font partie de votre entourage. Ils ont probablement une influence plus grande que vos amis, voire même que votre famille, puisque vous passez probablement plus de temps avec eux. Alors après, ça dépend. Moi, je fais partie de votre entourage, mais plutôt lointain, parce que vous me voyez au maximum une fois par semaine. Tout ça pour dire que je fais partie de votre entourage et que vous devriez faire bien attention à qui vous laissez rentrer dans votre entourage, étant donné l'influence qu'ils ont sur vous. Décider de regarder quotidiennement ou hebdomadairement un créateur de contenu, c'est pas un choix anodin. C'est décider que cette personne puisse avoir une influence sur notre personnalité, sur notre manière de voir le monde, voire même sur notre santé. Mais c'est merveilleux comme ça peut être terrifiant, en fonction de votre choix en fait. Parce que si vous choisissez de passer du temps avec les gens qui sont les numéros 1 dans leur domaine et dans un domaine que vous adorez, je sais pas moi, vous adorez la botanique, ou peut-être pas, on va dire la philosophie, c'est plus... Voilà. Donc vous passez du temps avec les 3 personnes que vous avez définies comme étant les meilleures dans le domaine de la philosophie en France ou à l'étranger. Et ben tiens, hop, je vais passer 2 heures par semaine avec Raphaël Enthoven parce que j'aime ce type. Ce mec-là va avoir une influence dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est merveilleux si la philosophie c'est ce que vous aimez et si vous avez décidé que Raphaël Enthoven était le meilleur. Maintenant, dans l'autre sens, c'est là que c'est terrifiant. Nous sommes la moyenne des 5 créateurs de contenu que nous côtoyons au quotidien, que nous consommons au quotidien. Mais si votre quotidien, c'est de consommer des vidéos drôles sur Instagram,
des vidéos de 30 secondes avec des chats marrants. Si votre quotidien, c'est de défiler le feed d'actualité là sur Insta avec des photos à la con, etc. Mais qu'est-ce que ça fait de vous en fait? Et le pire, c'est que les réseaux viennent renforcer tout ça derrière, puisqu'on l'a vu, bulle algorithmique, il y a le mot algorithme dedans. Donc plus vous regardez des merdes, plus les réseaux vont mettre des merdes en avant. Plus je regarde des fesses sur Instagram, plus Instagram va me mettre en avant des fesses. Et qu'est-ce que cela fait de moi si mon quotidien, c'est de regarder 1 heure par jour des fesses sur Instagram? En conclusion de cette vidéo, je dirais restons humbles. On va finir sur une note d'humilité, restons humbles. Nous sommes tout petits face à ces immenses machines que sont les réseaux sociaux. N'ayons pas l'arrogance de croire que nous sommes uniques ou hors des cases, car c'est lorsque nous pensons être différents, uniques, spécial, etc. que nous sommes le plus influençables. Et je finirai sur les sages paroles de Tyler Durden qui disait « Nous ne sommes pas exceptionnels, nous ne sommes pas des flocons de neige merveilleux et uniques. Nous appartenons tous au même tas d'humus en décomposition. » Oui, alors avant de finir cette vidéo, les beaux jours reviennent, hein, comme vous pouvez le voir avec cette belle luminosité. N'hésitez pas à me renvoyer des demandes pour faire des séances avec moi, des séances terrain pour ceux que ça intéresse, sur Paris, Lille, Lyon et éventuellement certaines autres villes. Vous pouvez me contacter pour en discuter et éventuellement en discuter au téléphone. Tout ça est dans la barre de description. À bientôt, au revoir.